Bonjour à tous, il est 9 heures. Notre webinaire sur le CRM, Frein ou amplificateur de la performance commerciale, va bientôt commencer. On va laisser encore peut-être quelques minutes à tout le monde le temps de se connecter. Il y a des fois des petits soucis de connexion. Thierry, Florent, on l'a expérimenté ce matin. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Bonjour Benoît, bonjour Thierry. Alors, Bonjour Florent. pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous avez en bas à droite un chat vous permettant d'interagir avec nous, poser des questions. On essaiera évidemment de répondre au fur et à mesure. On va encore. Vous avez été plus de 50 à vous inscrire. Donc on va laisser encore quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Je vois que les gens commencent à utiliser le chat. Donc tout fonctionne. Allez, on va se lancer puisque le sujet est dense et que nous avons plein de choses à partager avec vous ce matin. Alors, j'ai le plaisir et la chance de ne pas être tout seul pour parler d'un sujet aussi passionnant. Alors, Thierry, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter le CXP, s'il te plaît ? Oui, très bien, bonjour Benoît, bonjour à tous. Donc, je suis le directeur du développement consulting du CXP. CXP est un cabinet de conseil que certains, je pense, connaissent. Il accompagne les entreprises dans leur développement en exploitant au mieux la technologie numérique progicielle principalement. On accompagne nos clients depuis la réflexion stratégique avec l'apport du numérique aux enjeux métiers jusqu'à l'aide au choix des solutions et à leur implémentation en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage principalement. Voilà en quelques mots. Et donc, vous imaginez bien pourquoi on a demandé à Thierry de participer, puisqu'il a une vue assez 360 sur ces sujets CRM. Florent, toi aussi, une expertise forte en CRM. Raconte-nous ce que tu fais chez Ifrontech. Eh bien, bonjour à tous, Florent Ribaud, je suis directeur associé chez Ifrontech et on est un cabinet de conseil et de services dans la relation client. On met en place chez nos clients des solutions CRM et marketing avec tout d'abord évidemment un aspect de conseil, puis après le cœur de notre métier c'est de mettre en place ces systèmes et d'accompagner nos clients dans la durée pour faire en sorte que l'investissement qu'ils ont fait soit rentable et efficace pour leur organisation. Belle promesse, en tout cas. Et donc, moi, c'est Benoît, je travaille chez Nomination. Alors, nous, on est un peu plus éloigné du sujet CRM que Thierry et Florent. Notre métier à nous, c'est produire de la donnée, donc produire de la donnée sur les entreprises, sur les décideurs qui y travaillent. Donc, très concrètement, on va cartographier les entreprises, on va reconstituer les organigrammes, on va mettre sur surveillance ces entreprises pour détecter des actualités. Et tout ça, c'est pour alimenter des équipes commerciales, des équipes marketing, avec de la bonne data pour pouvoir agir, faire des campagnes marketing, faire de la prospection commerciale. Et évidemment, nos data vont souvent se retrouver dans les CRM, vont alimenter les CRM, qui est l'outil de base de beaucoup de commerciaux. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'échanger sur ces sujets de CRM. Au programme de ce matin, on va commencer par vous partager un petit état des lieux d'un baromètre sur le CRM qu'on a conduit tous les trois. On a interrogé une centaine de décideurs, donc des directeurs marketing, des directeurs commerciaux sur leur compréhension, leur appréhension du sujet CRM. Vous allez voir, certains résultats sont assez intéressants. Ensuite, on va zoomer sur le sujet, le cœur du sujet, l'importance du CRM, pourquoi le choisir, quels sont les usages, comment bien choisir. On parlera aussi évidemment des leviers clés pour réussir le déploiement de ton CRM. Et puis on terminera par un sujet plus data, la data comme carburant du CRM. Alors, on se lance tout de suite sur cet état des lieux. Donc, on a interrogé, je vous l'ai dit, une centaine de directeurs commerciaux et marketing et aussi des directeurs CRM basés en France, plutôt B2B, et on leur a posé un certain nombre de questions. La première, c'était le niveau d'équipement. Et sans surprise, le niveau d'équipement aujourd'hui des entreprises sur le CRM est assez élevé puisqu'on atteint les 88% de notre panel avec, parmi ceux qui ne sont pas encore équipés, une petite minorité qui envisage de le faire. Donc aujourd'hui, clairement, le CRM est un sujet assez commun dans les entreprises. Et on va le voir, par contre, un sujet qui est commun, mais
quand on pose la deuxième question, est-ce que vous êtes satisfait de votre CRM, on obtient un score qui est relativement bas. Généralement, quand on demande des notes de satisfaction, on estime que les notes sont correctes à partir de 8 et bonnes à partir de 9. Donc, vous imaginez à 6 sur 10, on est vraiment sur un niveau d'appréhension assez faible. Et donc, comment peut-on expliquer qu'à la fois le CRM est largement répandu et qu'en même temps, les gens en sont peu satisfaits? Donc, on a essayé de zoomer là-dessus et de poser la question sur les motifs d'insatisfaction. Parmi les motifs qui ressortent le plus, finalement, on parle peu d'outils, mais on parle plutôt de son contenu et de son usage, avec notamment l'item qui ressort le plus, c'est sur la difficulté des équipes à appréhender le fonctionnement du CRM. Et on va le voir, et je pense que Florent, tu reviendras dans les bonnes pratiques pour réussir son CRM. Mais en tout cas, clairement, un premier sujet majeur qui est je ne sais pas bien me servir de mon CRM. Le deuxième sujet qui arrive autour de la data. Alors, nous, on le voit assez souvent quand on parle avec nos clients, c'est des sujets assez classiques. Les équipes, les utilisateurs se plaignent d'une donnée pas à jour et en même temps se plaignent de passer trop de temps à saisir de la donnée. Donc voilà les principaux éléments d'insatisfaction. Si vous souhaitez avoir plus d'éléments, on a posé plein d'autres questions, plein d'autres analyses, je vous invite à aller sur notre site internet. On a réalisé un livre blanc qui reprend de manière un peu détaillée tous ces éléments. Donc, un CRM largement répandu, mais globalement peu aimé. Thierry, est-ce qu'on peut peut-être parler des motivations que toi, tu vois quand tes clients t'interrogent sur le CRM? Généralement, c'est quoi les principaux facteurs de motivation à l'idée d'avoir un CRM? Alors, la première, on en a cité 6 là. La première, elle est d'avoir une coopération qui soit active, efficace entre différents services qui sont en relation directe avec les prospects, avec les clients. Un lead identifié par le marketing sera systématiquement qualifié avant d'être transmis aux ventes. En tout cas, c'est l'espoir potentiel qu'ont les différents dirigeants et les différents directeurs pour améliorer cette performance. Les commerciaux connaissent les difficultés, les contraintes et les besoins des clients qui doivent remonter au marketing. Et puis, les services apprécient la satisfaction des clients tout au long de l'utilisation soit des services, soit des produits, et alimente comme ça la connaissance des marketing et des ventes. On voit bien que cette plateforme, avant on parlait de logiciel, maintenant on est davantage sur une plateforme étendue qui va au-delà du CRM à son propre écosystème pour capter les différentes données. C'est la coopération, elle ne peut vivre qu'en coopération active et positive entre ces différents services. Ainsi, le CRM, quand il est pris comme ça, et c'est le souhait en tout cas d'un certain nombre de dirigeants de PME et de ETI que nous accompagnons, il facilite une meilleure connaissance des clients. Et donc, on revient sur les 3 fondamentaux, c'est la connaissance, la conquête et la fidélisation. Donc, une démarche de conquête personnalisée, elle peut être automatisée, mais elle doit être avant tout personnalisée aujourd'hui, et des actions de fidélisation qui sont ciblées. La base unique, avec des mises à jour partagées entre services et des contacts automatisables, permet de mieux connaître et de mieux répondre à ces enjeux. Et puis l'autre point, donc après la coopération construite et efficace entre les différents services, c'est de placer le cœur, c'est pas nouveau, mais placer le client, au cœur de l'organisation. Je fais un lapsus entre client et cœur. La connaissance des clients est essentielle à toute relation. Donc, capitaliser les demandes, les besoins, les difficultés, la satisfaction des clients. Et l'enjeu du CRM et les données des clients, tu l'as dit tout à l'heure, en sont le carburant, finalement. Donc, on va être de plus en plus, on verra dans les perspectives, mais de plus en plus soucieux et vigilants sur la manière dont les données sont qualifiées. Et il vaut mieux avoir des données utiles bien qualifiées plutôt que beaucoup de données parfois non utiles et qui ne sont peu qualifiées. Puis la démarche croisée marketing avec son opération de ciblage, commercial avec son souci de qualification et les services concentrés sur la satisfaction permet d'anticiper au mieux avec justesse les impératifs
et les évolutions des clients, et donc rend pérenne ainsi la relation client. Voilà ce qui est demandé, une amélioration et une coopération plus efficace, et un client mieux connu pour être mieux conquis et mieux satisfait. Alors, au regard de ces intentions et de ces premières demandes, on s'aperçoit quand même, au regard du sondage qu'on a pu faire ensemble, que les principaux usages restent sur des attentes qui sont malgré tout simples. On est sur les fondamentaux. Avec le premier point qui est la data. Donc, je le disais tout à l'heure, le CRM est le moteur du dialogue et de la relation client, mais la data en est le carburant. C'est à la fois l'usage premier, d'avoir une base prospect et client, mais tellement pas aussi simple que ça finalement à concrétiser. Pas nécessairement dans la mise à disposition du logiciel, mais dans la vie en fait de ces différentes données et de ces différentes mises à jour. Ensuite, l'amélioration de l'efficacité de prospection et la performance commerciale reste un enjeu primordial. Donc, ce sont après les data, c'est vraiment toute cette mécanique, tous ces processus, toutes ces potentielles automatisations qu'on va voir par la suite sont des enjeux importants. Et puis, le troisième point qui reste les campagnes marketing, comment mieux cibler finalement, mais surtout mieux automatiser tout en personnalisant le message en fonction de son passé et des différentes orientations, potentiellement de son secteur ou de manière plus personnalisée de son entreprise et du groupe dans lequel il appartient. Voilà ainsi les principaux usages et les principaux éléments d'impulsion qui font qu'une entreprise peut soit solliciter une installation et une mise en place d'un CRM, soit l'ajuster parce que la mise en place n'est pas au rendez-vous auprès de ses équipes et vis-à-vis en fait de sa performance commerciale. Alors, je vais passer la main à Florent qui va nous dire justement maintenant qu'on a posé le contexte, comment bien choisir son CRM. Merci Thierry. Alors, en introduction, vous dire que déjà, cette méthodologie qu'on a mis en place depuis maintenant 5 ans pour accompagner une entreprise qui souhaite choisir son CRM, elle s'adapte à la fois dans le cadre d'une première implémentation, une entreprise qui n'a pas de CRM et qui veut mettre en place un CRM, ou dans le cadre d'un renouvellement. C'est quand même ce qu'on voit de plus en plus. On est quand même sur un marché où les gens, globalement, les entreprises ont déjà fait une première implémentation et puis voilà, elles souhaitent maintenant choisir un nouveau CRM ou moderniser leur CRM. Donc ça, c'est le premier point. Ça s'adapte à ces deux cas. Et puis également, ça s'adapte à tout type d'entreprise puisque on l'a mis en place à la fois pour des PME, soit dans le domaine de la distribution de matériaux de construction ou pour une société de conseil. On l'a mis en place pour une OTI dans le domaine banque, finance, assurance, et aussi pour un grand groupe dans le domaine du transport. Voilà. Évidemment, elle s'adapte en fonction de l'entreprise avec laquelle on travaille. On l'a décomposé en 5 ou 6 étapes. Je reviendrai dans le choix du 5 ou 6 en fonction d'un critère. L'étape 1, et on y reviendra un peu plus tard, c'est vraiment de s'accorder sur les enjeux, les objectifs, pourquoi on va mettre en place un CRM. Si on n'a pas une vraie raison de mettre en place un CRM, généralement, on n'est pas bien parti et on se rend compte que tout à l'heure, Benoît parlait de 60% finalement de satisfaction, c'est-à-dire qu'il y avait 40% d'insatisfaction. Ces 40% d'insatisfaction, souvent, ils sont liés au fait que l'étape 1, elle n'est pas bien pensée, elle n'est pas bien réfléchie. Donc ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'objectif, on va travailler finalement sur les processus métiers. Alors, de manière assez générale, on retrouve des processus de vente, des processus de service, des processus marketing. On va ensuite, dans une troisième étape, établir une liste avec vous
d'éditeurs CRM qui peuvent répondre à vos besoins. Voilà. Sur le marché, il y en a aujourd'hui plus d'une centaine, je crois. Nous, dans un premier choix, on va souvent préconiser 9 solutions, 3 parmi les leaders et les grosses solutions du marché, 3 éditeurs de taille intermédiaire et 3 plus petites solutions. Voilà. Après, on arrive chez des clients où ils ont déjà rencontré des éditeurs. Donc, à ce moment-là, on part sur cette liste et on la complète si on estime que c'est nécessaire. Ensuite, on va travailler sur des recommandations, une feuille de route. Aujourd'hui, on travaille de moins en moins avec des cahiers de charges, mais plus avec des matrices de fonctionnalités. Ça permet plus facilement de comparer les éditeurs. Et l'autre point qui aide à comparer les éditeurs, sur lequel on vous accompagne, c'est des scénarios finalement métiers qui vont permettre à une liste plus restreinte de faire une démonstration et de comparer à périmètre équivalent ce qui nous est montré par les éditeurs. Ça évite de rentrer dans le processus commercial de l'éditeur qui, lui, va plutôt avoir tendance à vous présenter ce qui fonctionne bien chez lui. Et donc après, voilà, une fois qu'on a déterminé cette feuille de route, finalement, on va l'adresser au marché, on va l'adresser aux éditeurs. Et là, on fait un choix. Il y a 2 scénarios possibles. Soit vous faites une seule consultation avec un couple, un éditeur-intégrateur, soit vous choisissez d'abord l'éditeur et ensuite on fait un deuxième appel d'offres pour plusieurs intégrateurs qui travaillent sur la solution éditeur qui a été retenue. Voilà, là, on a fait la liste finalement des éditeurs dans le panel qu'on a interrogé et on a fait un classement qui voilà, on retrouve les leaders, en tout cas, Salesforce, Trust, une bonne partie du marché français aujourd'hui, Microsoft, une solution qui progresse, qu'on trouve de plus en plus en concurrence avec Salesforce. On voit HubSpot apparaître de plus en plus. C'est une solution qui vient du marketing et qui aujourd'hui propose à la fois une solution marketing et CRM de très bonne qualité. Ensuite, vous avez un acteur français, Eudonet, qui est assez verticalisé en fonction de domaines d'activité. Je pense notamment aux collectivités locales, à tout ce qui est école aussi. Ils sont très présents, fédération. Oracle, qui reste présent sur le marché français parce qu'ils ont des systèmes on-prem avec une solution qui s'appelle Siebel, qui est encore présente dans de grandes entreprises. Et puis, je pourrais citer un acteur européen comme Effici, qui est très présent aussi, ou des solutions plus open source comme Sugar CRM. Voilà, il n'y a pas de... La liste est importante. Je ne sais pas si Thierry ou Benoît, vous aviez d'autres éditeurs avec lesquels vous travaillez, que vous vouliez citer. Non, on va pas nécessairement les citer. On peut dans le chat et dans les échanges, si certains veulent l'évoquer. Je voulais rajouter effectivement l'orientation et la démarche par rapport à ce que tu fais, mais tu allais probablement le faire juste après, le citer juste après. Il y a des démarches qui sont un peu différentes, évidemment, quand on est dans une relation B2B et dans une relation B2C, dans le choix et dans les points de gestion et les points d'exigence par rapport à la sélection des différents logiciels et des logiciels potentiels qui peuvent se présenter. Dans ceux que tu as cités, en tout cas les plus leaders, ils sont suffisamment larges pour pouvoir adresser à la fois le B2B et le B2C. Tout à fait, c'est un bon complément. Merci. Okay. Merci Florent. Je pense que là, on commence à avoir en tête effectivement les enjeux clés pour se lancer dans son projet de CRM. Une méthode pour choisir de manière la plus objective possible et en repoussant le plus longtemps possible les conversations commerciales avec les éditeurs. Maintenant arrive le sujet important qui est la réussite de la mise en place de son CRM. On a posé la question toujours à notre panel sur la motivation finalement qui
a conduit à lancer le CRM dans leur structure. Et on voit que ressort très fortement des notions qui sont des notions de pilotage, des notions de process. Et au final, les objectifs un peu plus business arrivent étonnamment un peu sur la fin. Moi, j'ai été assez surpris parce que souvent, on explique et dans pas mal de boîtes, quand on investit, enfin, quand on lance des projets de CRM, c'est souvent des projets relativement onéreux. Donc, on essaye tous de sortir la calculette pour calculer le fameux ROI de son projet. Parce que si j'investis plusieurs centaines de milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, millions d'euros selon la taille de la boîte, est-ce que ça vaut le coup? Donc, on essaie tous de faire du ROI, mais au final, notre panel est beaucoup plus pragmatique, puisqu'il cite plutôt la partie pilotage et efficacité des process. Florent, pour toi, c'est quoi les 3 clés de succès? Est-ce que tu peux un peu nous partager ces éléments? Voilà, ça fait maintenant que 20 ans qu'Ifrontech réalise des projets CRM auprès de clients. Donc, on a eu le temps de voir ce qui était important et aussi les raisons pour lesquelles ça pouvait dysfonctionner. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, puisque l'étape 1 correspond finalement à cette première clé de succès, la stratégie et le sponsorship. Je vais y revenir. Ensuite, il y a dans la phase projet, en effet, des bonnes pratiques à mettre en place pour qu'on soit performant et que le CRM soit efficace. On se rend compte quand même de plus en plus que le cœur du sujet est de moins en moins là, et c'est lié aussi au progrès des solutions CRM. Et puis, enfin, j'évoquerai la partie, le décloisonnement, qui est comment faire collaborer l'ensemble des services de l'entreprise autour de cette solution qu'on met en place. Donc, le premier point, la stratégie et le sponsorship, pour éclairer mon point, je vous ai donné 2 exemples de stratégie qu'on a vu chez nos clients. Une première où c'est un client qui souhaite mettre son organisation, centrer son organisation sur le client, et donc le CRM doit participer au fait de mettre le client au cœur de son organisation, avec décrit dans ce CRM un parcours client unifié. Et puis un autre exemple de stratégie qu'on a vu chez nos clients, là c'était plus orienté sur le potentiel business. Alors là, on le retrouve souvent sur des groupes plus importants où il y a plusieurs filiales présentes dans des pays différents pays. Et donc, finalement, la direction a besoin d'un outil qui va lui permettre d'identifier où porter ses efforts pour capter le plus de croissance. Et on voit que dans ces cas-là, ça passe souvent par aussi une normalisation des pratiques commerciales pour que toutes les entités fonctionnent un peu de la même façon et qu'on puisse piloter cet investissement à la fois commercial et marketing de manière la plus efficace. Une fois qu'on a défini, alors ça peut être évidemment une stratégie différente de celle-là, une fois de ces deux-là, une fois qu'on a défini ça, il faut que ce soit porté par un sponsor. Et ça, c'est vraiment un élément déterminant. Si on n'a pas de sponsor, souvent, quand arrivent les premières difficultés, quand il y a besoin de faire des choix, on ne sait pas qui va se tourner, et c'est souvent là où les problèmes commencent et où ça devient un peu plus difficile d'aller vers une solution qui fonctionne. Donc, un sponsorship fort au départ du projet, pour lancer le projet, pour justement définir clairement cette stratégie, et puis un sponsorship qui est présent tout au long du projet, dans la durée, pour rappeler pourquoi on a fait ce projet, pour faire des choix forts et pour s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. Et pour nous, intégrateurs, c'est important parce que c'est un interlocuteur privilégié avec lequel on travaille au quotidien.
Oui, Thierry, peut-être. Oui, Florent, juste, il y a une question, là, je ne sais pas si on peut interagir, mais tu utilises beaucoup sponsorship et il y a une question sur, mais qu'est-ce qu'un sponsorship? Un sponsorship, c'est tout simplement quelqu'un qui, dans l'entreprise, est en capacité de décider. Voilà. De rappeler les raisons pour lesquelles on fait le projet et qui ensuite, quand il y a un choix à faire, est capable de prendre une décision. Voilà. Donc, généralement, on remonte assez haut dans la hiérarchie. Ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise. Un directeur général, un directeur commercial, un directeur marketing. Quand c'est porté par la DSI, un DSI. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a cette capacité de décision. On l'a évoqué, tu l'as évoqué un petit peu, Thierry. Aujourd'hui, un CRM fonctionne, la mise en place d'une solution CRM, elle fonctionne très bien lorsqu'on va réussir à faire collaborer ensemble autour de cet outil les 3 services de l'entreprise qui sont cités ici. Donc, le marketing, les ventes et le service. Et finalement, c'est une boucle interactive et infinie entre ces différents services qui va faire qu'on va rentabiliser l'investissement. Le marketing est souvent à l'origine, c'est lui qui va aller capter l'intérêt de prospects ou plus tard de clients. Il va transmettre cet intérêt aux équipes commerciales qui vont les traiter au sein d'opportunités. Une fois que ces opportunités vont être gagnées, la main va passer au service client. Et puis le service client, quand il va collaborer il va travailler avec les clients, mais il va renvoyer des opportunités d'upsell ou de cross-sell vers les ventes. Il va transférer de l'information au marketing qui va pouvoir ajuster ses prochaines communications. Et puis, pareil pour les ventes, le contact avec le prospect, le contact avec le client va faire qu'on va pouvoir alimenter le marketing pour qu'il améliore sa communication. Donc, voilà, on rentre dans une boucle quasi infinie où ces 3 services collaborent ensemble au sein d'un même outil au service du développement de l'organisation. Alors, Florent, si je peux me permettre, je partage complètement ta vision sur le nécessaire décloisonnement. Par contre, dans la réalité, nous, ce qu'on voit beaucoup chez nos clients et nos interlocuteurs, c'est un CRM pour les marketeurs, souvent très orienté gestion de campagne, voire des outils de marketing, d'automatisation de marketing. Un CRM pour les commerciaux, et puis souvent une solution pour l'équipe service, support, customer success si on est en B2B, qui des fois même est encore un 3e outil. Donc, je pense que c'est clairement un sujet qui aujourd'hui a l'air évident, mais est loin d'être une réalité. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry. Alors, oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié le... Oui, tout à fait. Il peut y avoir la difficulté de siloter. Il est important sur les projets CRM, et c'est aujourd'hui que ça trouve avec les avancées qu'il y a sur les solutions. Et c'est aujourd'hui l'intérêt que trouvent les entreprises, c'est de pouvoir faire en sorte que la coopération entre la partie marketing, notamment entre la partie marketing et la partie sales, puisse se faire. Il y a vraiment une boucle vertueuse qui est représentée en fait sur ce slide, sur les données qui alimentent et qui ciblent de la part du marketing pour pouvoir alimenter les différentes actions des sales, et les sales qui renvoient et complètent les différentes informations qui vont alimenter les ciblages et les mises en relation avec les différents prospects sur un secteur ou sur un axe de développement stratégique et commercial. Donc, s'il y avait un des conseils, c'est de décloisonner. Alors, c'est toujours un peu moins simple d'emmener 2 populations qui travaillent ensemble, a priori, mais qui peuvent se cloisonner sur un seul projet. Plus simple, parfois, d'engager juste la partie sales ou juste la partie marketing, tel que tu l'as dit, Benoît. Mais c'est vraiment l'un des conseils. Aujourd'hui,
les ROI ou l'efficacité globale, elle se passe sur une coopération traduite dans un CRM qui porte à la fois la partie marketing, l'automatisation du marketing et des sales et les sales. Voilà. Et pour finir sur ce point-là, c'est là où c'est important d'avoir défini une bonne stratégie en amont pour faire un choix d'outils. Et donc, quand on change finalement de solution, déjà regarder si les éditeurs qu'on choisit sont capables, au sein d'une même plateforme, de proposer l'intégration de ces trois solutions dont tu as parlé, Benoît. Même si aujourd'hui, on voit aussi chez des clients la capacité de faire communiquer le marketing d'un éditeur avec la plateforme Sales Service d'un autre éditeur. C'est de moins en moins un problème en termes d'intégration. C'est vrai. Voilà, après les bonnes pratiques, donc collaboration entre les services, on vient de l'évoquer. Standard de l'application, ça aussi, c'est une évolution qu'on constate. Autant il y a quelques années, on cherchait à vraiment tordre les outils, à faire du développement spécifique pour que ça réponde pile poil aux attentes et aux processus du client. Autant aujourd'hui, les CRM se sont, je dirais, améliorés en termes de diversité de processus. Donc, ils sont de plus en plus complets et on a tout intérêt à rester dans les standards de l'application. Et on encourage plutôt nos clients à essayer de simplifier leur process pour aller vers les standards de l'application choisie plutôt que de faire l'inverse. Ce qui n'empêche que quand il y a un processus très particulier dans un métier bien précis, tant que ça ne dépasse pas, je dirais, 20% du projet, on est capable d'adapter, de faire du spécifique pour répondre à ce process. Enfin, dernier point qui est cité là, bénéfices utilisateurs et clients. C'est vraiment essentiel. D'ailleurs, de plus en plus, on allotit les projets CRM et marketing en une phase, un socle, et puis après des évolutions. De penser cet allotissement en fonction, des bénéfices utilisateurs. Donc, c'est souvent plus d'automatisation, réduire tout ce qui n'a pas d'intérêt en termes de saisie notamment, ou de double saisie. Donc, simplifier l'expérience utilisateur, avoir une interface qui soit la plus sympathique possible et agréable. Et puis aussi penser bénéfice client. Qu'est-ce que la mise en place d'un CRM va apporter à mon client ? Et notamment, donc, ce qu'on voit de plus en plus, c'est la mise en place de portails qui font l'interface entre le client et le CRM, ce qui permet au client, je sais pas, par exemple, d'avoir accès à un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, ce qu'on connaît très bien quand on est avec un service de téléphonie, il faut aujourd'hui de plus en plus ces interfaces-là se retrouvent pour l'ensemble des entreprises, qu'on soit en B2C ou en B2B. Pour ajouter peut-être un point sur cette partie, Florent, juste avant le slide, si on peut revenir sur les bénéfices. Souvent, l'approche, tu l'as un peu mentionné. Je voulais juste insister parce que c'est important dans les différents projets. Les bénéfices et les utilisateurs sont à aller chercher par ce qu'on appelle et ce qu'on essaie de décrire en termes d'expérience et de parcours client. C'est souvent intéressant quand on se pose la question d'un projet CRM, de dire mais comment on rentre en contact, comment on le suit, comment on le gère, quelles que soient les lignes de business ou quelles que soient les lignes de produits que vous pouvez mettre à disposition, et quels sont les points sur lesquels on achoppe. Et le bénéfice client s'appuie en général sur les difficultés et les corrections qu'on peut apporter aux différents parcours, aux expériences clients. C'est comme ça qu'on les connaît mieux et c'est comme ça qu'on les fidélise, effectivement. Voilà, je vais rajouter ce point-là. Il est important. Je le logiciel CRM. te laisse poursuivre, puisque... Oui, alors, comment faire adhérer le CRM aux commerciaux? Benoît a dit quand même qu'il y a une majorité de projets CRM et d'entreprises qui sont dotées du CRM
initialement pour des raisons en fait d'avoir une meilleure connaissance sur les données et à disposition du service marketing. Mais on voulait souligner l'importance et le côté essentiel de l'adhésion des commerciaux. Parce que sans le soutien, comme je disais au départ et comme ça a été redit, sans le soutien, sans les données qui sont saisies par les commerciaux, sans la volonté affichée de changer leurs habitudes, de passer, pour ceux qui sont sur la partie Excel ou sur des développements un peu spécifiques permettant d'avoir un portefeuille d'un certain nombre de caractéristiques et de données sur leurs clients, et donc la volonté affichée de casser les barrières. C'est mon Apple Watch qui s'est mis à se positionner toute seule, qui a réagi, pardon. Le CRM sera vite un logiciel vide de données et vide de sens. La data venant de l'implication et de la saisie des commerciaux est un carburant essentiel, un complément de carburant absolument essentiel. Alors pour les convaincre et pour les impliquer, on regarde des différents projets qu'on a pu mener au sein du CXP. Florent, tu rajoutes, tu complètes si besoin. Il y a un seul argument à garder à l'esprit. C'est vraiment que le CRM, il y a de nombreuses tâches en fait pour les sales qui sont répétitives, qui sont sans nécessairement valeur ajoutée, avec des filtres, des reconductions, des ressaisies, des choses qui ne sont pas à jour, des recherches qui sont faites. Le CRM automatise les différentes tâches et donc la relation client, mais sans la déshumaniser. Et donc, d'avoir cette vision complète du client dans un CRM, ça facilite effectivement ces procédures sans perte d'information d'un collaborateur à l'autre. Que ce soit au niveau, alors pas nécessairement au niveau des commerciaux, mais des commerciaux vis-à-vis en fait, des différents responsables et des différents directeurs, mais dans cette relation transverse avec les services et puis la partie marketing. Donc, ça, c'est vraiment l'un des points aussi essentiels. Il y a d'autres vecteurs de motivation pour la partie service et pour la partie marketing, mais sur la partie commerciale, c'est vraiment le point important. Alors, comment on le fait? Ça, c'est vraiment pour travailler l'implication. C'est pas toujours facile de changer ses habitudes. Donc, il faut trouver les bénéfices attendus pour chacune de nos populations, et notamment pour les commerciaux. Et puis, il y a quelque chose qui est absolument essentiel, c'est mettre dans les mains aujourd'hui d'un commercial qui soit en B2B, en B2C, en nomadisme, ou en tout cas en poste, ou juste sur son smartphone, quelle que soit la qualité de son smartphone. C'est important d'avoir quelque chose, un outil qui soit facile à prendre en main et facile d'utilisation avec des adjonctions ou éventuellement comme l'Apple Watch, par exemple, avec des prises de notes en direct et quelques commentaires qui sont positionnés. Ces facilités-là, aujourd'hui, peuvent exister. Laurent pourra compléter si besoin. Mais il faut avoir cette formation qui rende simple effectivement une utilisation de captation de ces données pour un partage, comme on l'a évoqué ensemble, entre les différents services. Après, derrière, l'accompagnement, on le néglige souvent. Une fois qu'on a l'outil en main, globalement, il paraît simple, on y va. Et puis, les déviances commencent à voir le jour au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Et les points ne sont pas tout à fait clairs. On met des informations qui sont essentielles pour alimenter le reporting, un reporting qui est structuré, formaté par la direction et la direction générale. Et puis le reste, c'est plus hors le parcours, la qualité du parcours client, la qualité de l'expertise client, elle est absolument essentielle et ne réside pas uniquement dans les données qui vont monter en termes d'indicateurs de performance sur le nombre de leads transformés, etc. Voilà. Et donc, par cet accompagnement, on réinjecte effectivement du sens et on motive au fur et à mesure par cette coopération politique, l'alimentation des données qui sont absolument essentielles à la bon fonctionnement d'un CRM. Voilà ce qu'on pouvait dire sur comment faire adhérer le CRM au commerciaux. Voilà, juste, moi je compléterai juste rapidement parce que je vois quand même que l'heure tourne, mais pour la partie motivation, c'est là aussi où le sponsor finalement peut intervenir. Et il peut intervenir à
un niveau très précis, c'est-à-dire en supprimant tous les autres outils qui avant, servaient au travail des commerciaux. Et par exemple, voilà, on a eu un projet CRM qui ne marchait pas très bien, qui était en tout cas sur lequel il n'y avait pas d'adhésion des commerciaux. Et à un moment, le nouveau directeur commercial est arrivé et a dit, à partir de maintenant, seules les données qui sont dans le CRM et qui permettent de suivre vos opportunités vont compter pour le calcul de vos primes. Voilà, c'est quelque chose qui est efficace, par exemple. Un peu de coercition ne fait pas de mal, c'est ça, Oui, Florent ? de temps en temps. Tant que c'est amené avec douceur, mais fermeté. Merci Thierry et Florent sur ces éléments. Au final, en vous entendant, on a quand même un fil rouge aussi qui ressort, c'est le contenu du CRM, la data. Alors là, c'est un sujet qui nous parle beaucoup chez Nomination parce qu'effectivement, on a souvent ces interrogations de nos clients sur l'efficacité des dispositifs, qui est évidemment intrinsèquement liée à la qualité des données. Compliqué de faire une campagne marketing efficace si je ne sais pas distinguer un DSI d'un directeur marketing dans mon CRM, si j'ai du mal à différencier un client d'un prospect. Ça a l'air d'être des choses très simples, mais qui, dans la vraie vie, comme on dit, au quotidien, peuvent parfois générer des choses pas très agréables, notamment quand on a décidé d'automatiser un certain nombre de choses. Donc, si on zoome un peu sur le côté data, on s'est permis là de mettre quelques phrases qu'on entend régulièrement dans les conversations que nous pouvons avoir avec nos interlocuteurs, souvent les directions commerciales et les directions marketing qui nous parlent de leur CRM. Moi, ma phrase préférée, c'est « Je suis commercial, pas responsable de la qualité de la base CRM ». Et au final, on se rend compte que le CRM est malgré tout souvent un peu l'outil mal aimé des commerciaux qui... parce que souvent le travail en amont n'a pas forcément été fait, projette le CRM comme un outil de flicage, un outil de reporting. Et je suis sûr que si on interrogeait les commerciaux de ton client ou que le directeur commercial leur a dit maintenant c'est le CRM ou rien, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui pourraient être d'accord avec, avec ces citations. Quelques chiffres pour avoir en tête, pour voir à quel point le sujet de la data est un sujet qui n'est pas évident. On a une activité chez Nomination de ce qu'on appelle le data quality, qui permet notamment de redresser les données dans les bases de CRM. Et on commence toujours par un diagnostic. Donc un diagnostic, c'est l'évaluation de la qualité des données dans un CRM. Et en moyenne, et donc c'est vraiment une moyenne, il y a à peu près une donnée sur 3, notamment sur les données de contact, qui n'est pas à jour. Ça nous arrive régulièrement de ressortir de ces analyses des fiches contacts, des profils d'interlocuteurs dans le CRM dont la fonction date de plusieurs années. Là, j'ai en tête un diagnostic qu'on a fait récemment pour un grand acteur avec un CRM un petit peu riche, 15 000 entreprises, 100 000 contacts, donc a priori plein de matières premières pour travailler. Et on a ressorti 2-3 exemples, dont certaines données qui avaient été saisies il y a 8 ans à l'initialisation du CRM, que personne n'avait pris la peine de mettre à jour, et évidemment complètement erronées. Donc premier chiffre, 33% des données ne sont pas à jour. Deuxième chiffre, là aussi issu du baromètre, près d'une personne sur 3 de notre panel estime que les équipes passent trop de temps à saisir de la donnée. Donc comment résoudre ce hiatus entre d'un côté beaucoup de données, des données pas à jour, et puis de l'autre des équipes, notamment les équipes commerciales qui sont censées collecter et mettre à jour cette donnée, qui se plaignent d'y passer trop de temps. Alors, 3 clés, 3 sujets majeurs qui, pour nous, permettent de résoudre un petit peu cette problématique. La première, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu mis de côté, qui a l'air extrêmement simple, c'est l'identification de manière unique de chaque client et chaque prospect. Ça a l'air simple sur le papier, mais une fois de plus, quand on regarde l'état de l'art et quand on ouvre le capot et qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans les CRM de nos clients, on se rend compte que c'est un sujet qui est particulièrement difficile et
probablement mal réalisés par nos clients. On prend un exemple simple. Vous décidez d'ajouter dans votre CRM un nouveau prospect qui vous semble intéressant, qui s'appelle AXA. Je suis commercial, j'ouvre mon CRM, j'appuie sur le bouton créer, ajouter un prospect, je saisis AXA. Avec un peu de chance, l'équipe marketing a obtenu gain de cause auprès du sponsor du projet et j'ai 14 données de qualification que je ne connais pas et donc je vais remplir rapidement un peu n'importe quoi. La problématique, c'est qu'en fait, l'entreprise AXA n'existe pas. AXA est un groupe important et en vrai, il existe en France environ 110 entités qui composent le groupe AXA. Donc, la tête de groupe, AXA France, le GIU AXA, qui est en fait la direction informatique d'AXA. Bref, énormément d'entités. Et évidemment, si le commercial A crée le prospect qui s'appelle AXA et que le deuxième commercial crée un deuxième prospect qui va s'appeler AXA France, ben, en fait, toute l'intelligence du CRM ne pourra pas fonctionner. Toute la partie collaboration ne pourra pas fonctionner parce que chacun va travailler sur son périmètre, sur son compte, sans se rendre compte que probablement il s'agit de la même entité, de la même entreprise avec la nécessité de collaborer. Donc ça, c'est vraiment un premier point majeur qui est comment on s'assure d'identifier de manière unique les entreprises avec qui vous avez des interactions dans votre CRM. Alors, autant en B2C, on a des clés d'identification assez simples. L'email, le mobile peuvent être des clés d'identification uniques assez simples. Autant sur les entreprises, c'est beaucoup plus délicat à travailler. Alors, pour la petite histoire, normalement, quand je dis ça, tout le monde me dit, mais c'est pas vrai, sur les entreprises, il existe le sirène, c'est facile d'identifier de manière unique les entreprises. Pas tout à fait. Les sirènes, ça permet d'identifier des entités juridiques et pas des entreprises. À titre d'exemple, vous connaissez tous un petit libraire qui s'appelle la FNAC. La FNAC, c'est une entreprise avec quelques filiales, mais quand vous regardez, c'est plus de 120 entités juridiques. Donc, une fois de plus, dès que vous travaillez la donnée entreprise, trouver une manière de créer un référentiel unique est vraiment un élément clé. Deuxième élément clé, la qualification des données, et notamment la structuration de la data pour pouvoir l'exploiter, la filtrer, l'analyser, la cibler. Alors, on a pris un exemple qui, je pense, est assez parlant. Quand on parle de DSI, on se rend compte qu'il y a quasiment autant d'appellations qu'il peut y avoir d'entreprises. Donc là, on a mis quelques exemples d'entreprises plus ou moins connues qui nomment leur DSI de manière très différente. Si vous vous contentez dans votre CRM d'ajouter Franck et son titre officiel, IT Data Director, si vous ajoutez Jean-Baptiste, directeur des systèmes d'information, et que vous ajoutez, par exemple, alors je ne vais pas dire les prénoms compliqués que je prononcerai probablement mal, mais vous voyez qu'il y a autant de manières de nommer un DSI quasiment qu'il y a d'entreprises. Si vous ne faites pas l'effort dans votre CRM de structurer votre donnée, et donc par exemple d'associer chaque personne non seulement à son titre, mais à une fonction normée, en l'occurrence direction des services informatiques, et également un niveau hiérarchique, parce qu'on ne parle évidemment pas de la même manière et on n'analyse pas de la même manière si vous parlez à quelqu'un qui est dans la direction informatique, mais qui est chef de projet versus le DSI. Bref, si vous ne faites pas ce travail de structuration et de qualification de vos données, derrière, même si vous avez une équipe commerciale bien motivée, qui va bien saisir la donnée, l'équipe marketing qui va derrière essayer de relayer les efforts commerciaux en créant des campagnes de notoriété, des campagnes de génération de leads, des campagnes de nurturing, toutes les typologies de campagnes que vous voulez. Si l'équipe marketing n'est pas capable de cibler, parce que pour aller chercher des DSI, elle doit taper des mots-clés, des dizaines de mots-clés, vous êtes à peu près sûr que cette articulation un peu théorique et particulièrement importante entre les équipes, dans la vraie vie, ne va pas se passer. Et nous, on voit passer assez souvent les directions marketing disant moi, quand je dois cibler, je mets un mot-clé, j'ai très peu de résultats, et donc après, plutôt que de faire ça, je fais des campagnes sur toute ma base. La fameuse campagne un peu massive, peu ciblée, peu performante, et qui perd le sens
Thierry mettait vraiment en avant, celle de la personnalisation des interactions. Donc, deuxième élément clé, la qualification des données. J'accélère un peu parce qu'effectivement, Florent, le temps passe vite. Le troisième point, c'est comment, une fois que j'ai un référentiel propre, que j'ai bien classifié mes données, comment j'arrive à les maintenir à jour. Et pourquoi c'est un vrai challenge? C'est parce que globalement, nous on le voit, hein, notre métier c'est de suivre à peu près 350 000 cadres et cadres dirigeants des principales entreprises de France. On voit que le changement de fonction, le changement d'entreprise, et je pense que même à titre personnel, vous le voyez tous les jours, c'est une vraie réalité, et c'est une réalité en plus qui est en hausse. Aujourd'hui, il y a environ un cadre sur 5 qui change de fonction chaque année. Si à ça, vous rajoutez les mouvements dans la vie des entreprises, hein, les entreprises naissent, grandissent, changent de nom, rachètent des entreprises, meurent parfois. En moyenne, on estime que en 3 ans, si vous ne faites rien, il y a à peu près la moitié de vos données qui sont devenues inexploitables parce que devenues obsolètes. Les personnes ayant changé de job, les entreprises ayant changé de secteur, changé de taille, changé de nom, sont fait racheter. Bref, si vous ne mettez pas en place des outils de mise à jour des données, c'est sûr que globalement, votre CRM va vite devenir ce qu'on appelle gentiment un beau tas de boue. Et souvent, une fois qu'on en arrive à là, revenir sur une situation positive est compliqué. Alors, comment on peut, en faisant des choses relativement simples, essayer de lutter contre cette obsolescence programmée de data? Le premier élément, et c'est vraiment l'élément clé, c'est essayer de réduire vos ambitions data. Ça ne sert à rien d'avoir tout le marché potentiel dans votre CRM. Ça ne sert à rien d'enregistrer dans votre CRM des dizaines de contacts sur un compte que vous connaissez mal. Pourquoi? Parce que si vous ne réduisez pas à ce qui est strictement nécessaire et ce que vous êtes en mesure de qualifier, vous allez alimenter beaucoup de choses dans votre CRM et au final, vous allez vous retrouver avec une masse de data trop importante par rapport à votre capacité à la gérer, à la maintenir. Je reprends l'exemple du diagnostic qu'on a fait récemment. 15 000 entreprises, 100 000 prospects, 100 000 contacts dans le CRM pour une équipe de 40 commerciaux. Vous imaginez bien que 40 commerciaux face à 15 000 entreprises et 100 000 contacts, personne ne s'y retrouve, personne n'a le réflexe d'aller chercher dans le CRM de l'information, parce que l'information juste, entre guillemets, est noyée dans l'information qui n'est pas qualifiée. Donc, s'obliger à être petit, à se restreindre sur la data. C'est très facile d'aller chercher beaucoup de data, c'est moins facile de la maintenir. Pour la maintenir, deuxième élément clé, à moins que Thierry, tu veuilles intervenir. Juste, Benoît, sur ce point, c'est absolument essentiel puisque la data est le cœur de tout. Pensez données utiles. Alors évidemment, chacun voit midi à sa porte et donc dira celle-là, elle est utile pour moi dans telle ou telle particularité. On avance plus vite ensemble, hein, et non plus rapide quand on dit, et si le CRM est un vecteur et le logiciel pour le faire ces différents services pour améliorer l'efficacité, je vais arriver à penser aux données utiles, où on positionne en amont de la réflexion, aux données utiles pour que derrière, toutes ces données puissent vivre correctement. Effectivement, alors le temps passe, donc je vais essayer d'un peu accélérer. Donc, les données utiles, et uniquement celles-là, strictement nécessaires. Essayez de soulager vos utilisateurs en branchant votre CRM sur des sources de données externes. Vous avez des données vous avez de l'open data, vous avez des fournisseurs de données spécialisés. Alors, évidemment, sur de la donnée de contact, n'hésitez pas à me faire coucou, on sait faire aussi. Mais essayez de soulager, entre guillemets, la tâche qui incombe aux utilisateurs en branchant votre CRM sur les données externes. Et puis, prévoyez dans votre budget de gestion de votre CRM, dans votre coût d'utilisation, prévoyez du temps homme pour gérer de la donnée. Nous, chez Nomination, ça fait 20 ans qu'on travaille de la donnée. On a beaucoup d'outils, mais à la fin, quand il s'agit, on reprend l'exemple de savoir si AXA, c'est le groupe AXA ou AXA France, il faut des humains qui requalifient, qui mettent à jour, qui traitent des doublons, qui traitent des problématiques de data. Et donc ça veut dire avoir du temps homme
disponibles pour faire ça. Les CRM les plus performants sont souvent des CRM pour lesquels l'organisation a investi du temps dans des data managers. Alors c'est cher, c'est pas un job très sympa, mais c'est un job ô combien important, et il est très très illusoire de penser que les commerciaux vont passer du temps à mettre à jour et à qualifier proprement la data. Donc mettre à jour vos données, 3 points clés, hein. Peu de données, branchez votre CRM avec des sources externes, et puis investissez du temps dans la gestion de la data. On arrive vraiment à la fin de notre webinaire. On voulait juste faire une conclusion un peu en mode ouverture. On a posé une dernière question à notre panel sur les évolutions prévues. On pensait sincèrement que grâce à la com importante, au beau marketing des éditeurs de CRM, on allait voir passer des chatbots, de l'IA, du scoring prédictif. On se rend compte que les attentes sont beaucoup plus basiques aujourd'hui dans notre panel. Thierry, Florent, comment vous voyez les perspectives des CRM aujourd'hui en 2022 ? On va vers de l'IA, on va vers des trucs très sophistiqués ou on est très pragmatique ? Thierry, vas-y, finis. Alors, je vous ai pas entendu. J'ai eu un petit problème de synchronisation et de qualité. Vous m'entendez parfaitement, j'espère. Oui. M'entendez-vous ? Oui, c'est bon, bon. Thierry. M'entendez-vous ? Je vais peut-être à ce moment-là Parce que j'ai dire ce que nous on voit, c'est que ce qui fait que et ça répond tout à fait au point numéro 1, ce qui fait le succès d'un CRM, c'est quand c'est d'abord son intégration dans le système d'information du client, et quand le client fait en sorte que ce système d'information devienne un moyen de production, en fait, et surtout soit en capacité de permettre à l'entreprise de capter des opportunités fortes de croissance. Quand on est sur des marchés qui sont en effet en croissance, la difficulté, c'est est-ce qu'on a derrière les moyens de répondre à cette croissance. Et une entreprise qui a investi dans son système d'information, et notamment qui a mis un bon CRM au cœur de ce système d'information, elle va être en capacité de faire fonctionner à plein régime ce système d'information, cet outil de production pour capter cette opportunité de croissance. Alors Thierry, est-ce que tu es de retour avec nous ? Bon. Je crois qu'on a perdu Thierry malheureusement. On va vous proposer de terminer là. Je suis vraiment désolé Thierry, hein, on aurait bien aimé avoir ta conclusion, mais je crois que la technique t'a trahi. Merci Florent, merci Thierry. Je pense qu'on aurait pu passer encore pas mal de temps à échanger sur ces sujets. N'hésitez pas, on a laissé nos coordonnées. N'hésitez pas à nous solliciter pour pouvoir prolonger les conversations. Fabrice, oui, il y aura un replay qui sera disponible dès la fin du webinaire. N'hésitez pas à le partager. Encore une fois, merci beaucoup Florent, merci Thierry. Dommage qu'on n'ait pas pu entendre ta conclusion. Et puis, je vous souhaite à tous un bon été. Je pense qu'on a tous hâte de pouvoir profiter enfin d'un été sympathique avec, si possible, un peu moins de restrictions. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, au revoir.